Les représentants du gouvernement congolais et du groupe rebelle M23, soutenus par le Rwanda, ont signé un accord de paix pour mettre fin à des années de combat. Écoutons maintenant la conférence de presse qui se tient en ce moment. Il s'agit donc de renforcer le processus afin de trouver des solutions pacifiques par le dialogue et la compréhension, dans le but de mettre fin au conflit et d'établir la paix dans l'est de la RDC. Au cours des derniers mois, nous avons pu, et ils ont pu, progresser sur plusieurs sujets importants, ce qui a été rendu possible grâce au mécanisme du 15 septembre 2025 et a également conduit à l'accord de cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025. Le Qatar réaffirme que la signature de cet accord n'est qu'un début pour un processus de paix global et complet qui sera construit sur le respect mutuel au service du peuple. L'accord de paix reprendra bientôt. L'accord de paix global, dans ce cadre, lancera 8 protocoles de mise en œuvre, dont 2 ont déjà été signés. De plus, 6 autres protocoles seront discutés dans les mois à venir. Cela définira les mécanismes de mise en œuvre, le calendrier, ainsi que la chronologie des différents processus et aussi la manière de permettre l'aide humanitaire, de restaurer et de rétablir l'autorité de l'État, ainsi que le protocole des accords temporaires de paix et de sécurité, la réintégration des groupes armés dans le gouvernement, l'élimination des groupes armés étrangers, le retour des personnes déplacées, un protocole pour la paix sociale et économique, ainsi que le protocole général de réconciliation. Les 2 États vont convenir de créer un comité indépendant afin de pouvoir mettre en œuvre le processus de paix et également de formuler des recommandations pour l'indemnisation dans le cadre de la réconciliation nationale. Les travaux de ce comité seront conformes à la Constitution de la République. Mesdames et messieurs, la signature de l'accord de paix global du Qatar, qui a été signé au Qatar, constitue un moment décisif qui placera également la responsabilité sur les épaules des 2 parties. À cet égard, nous réaffirmons que le rôle du Qatar n'est pas seulement de trouver des solutions à tous les points de conflit, mais aussi d'établir une paix durable pour assurer la stabilité à long terme. En conclusion, je voudrais remercier tous nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de l'accord d'aujourd'hui. Et je commence par le partenaire du Qatar, les États-Unis, et le président Donald Trump, ainsi que les efforts déployés par Boulos, l'envoyé pour le Moyen-Orient, et pour son soutien à ce processus constructif. Je voudrais également remercier l'Union africaine qui a aussi fait de même. Elle a déployé de nombreux efforts lors des différentes sessions de négociation, ainsi que le président du Togo en tant que représentant de l'Union africaine, qui continuera également à jouer un rôle central lors des prochaines sessions, comme défini par l'Union africaine. Nous remercions également Mahmoud Ali, l'envoyé de l'Union africaine, pour la proclamation de ce processus de paix, non seulement ici, mais aussi dans différents conflits en Afrique. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude et nos remerciements à tous nos partenaires internationaux qui ont contribué à faire avancer le processus de stabilité, y compris le Rwanda, la France, le Royaume-Uni, ainsi que l'Association de la Croix-Rouge et tous ceux qui ont également joué un rôle. Le Qatar n'aurait jamais pu accomplir cette avancée positive sans le soutien que nous avons reçu de nos partenaires à cet égard. Nous espérons que l'accord cadre de Doha instaurera la sécurité et la paix dans la région, et le Qatar réaffirme également son engagement en faveur du travail diplomatique ainsi que du dialogue constructif comme option pour mettre fin à tous les conflits. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à l'envoyé américain et l'envoyé du président Trump, Boulos. Excellences, distinguées délégations, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier très chaleureusement Son Excellence, l'honorable ministre Kuleifi,
tout d'abord pour nous avoir accueillis et pour tout le travail que vous avez accompli. Et j'aimerais, peut-être serait-il approprié de commencer par remercier sincèrement l'État du Qatar pour sa précieuse collaboration stratégique, pour son alliance indéfectible avec les États-Unis. Son Altesse l'Émir, je sais que Son Altesse et le président Trump sont d'excellents partenaires et qu'ils ont accompli tant de choses ensemble, et je pense que rien n'est impossible. Ce partenariat a démontré à quel point il est important de travailler dans cet esprit de paix. Nous savons tous que le président Trump est un président de paix. Nous avons vu ce qu'il a accompli durant son premier mandat. Nous avons vu ce qu'il a accompli durant son second mandat en seulement quelques mois. Nous avons constaté qu'en l'espace d'environ 8 ou 9 mois, il a pu résoudre au moins 8 conflits. Et nous savons tous de quoi il s'agit. Et les efforts se poursuivent à l'heure où nous parlons. Mais certains d'entre eux ne sont possibles que grâce à des partenariats comme celui que nous avons avec l'État du Qatar, avec son Altesse l'Émir, son Excellence le Premier ministre et l'honorable ministre Khulaifi, absolument, ainsi qu'avec toute l'équipe. Nous savons à quel point ils ont travaillé dur avec nous sur bon nombre de ces dossiers et nous savons à quel point ils continueront à s'investir. Pour donner un exemple récent, il y a la situation actuelle à Gaza. C'était une réussite immense, absolument immense pour le président Trump, mais cela n'aurait pas été possible sans les excellents partenariats que le président Trump a établis, notamment avec l'État du Qatar, mais aussi avec beaucoup d'autres, la Turquie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et bien d'autres encore dans le monde arabe, le monde musulman et la communauté internationale au sens large. Ceci n'est donc qu'une preuve de plus que ces partenariats peuvent produire des résultats positifs. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons de plus en plus le plan pour Gaza, le plan Trump-Gaza, qui est en train d'être mis en œuvre. Jusqu'à présent, il s'est avéré être le bon plan. Jusqu'ici, cela a été plutôt réussi. Bien sûr, il y a toujours quelques obstacles ici et là, mais il faut regarder la finalité. La finalité s'annonce très prometteuse. Et c'est la même chose ici. Nous avons travaillé si dur avec nos partenaires, les Qataris, avec nos partenaires, l'Union africaine, avec le Togo et tous les autres que le ministre honorable a mentionnés, y compris la France et plusieurs autres. Le Royaume-Uni. Nous avons travaillé si dur pendant plusieurs mois et nous avons accompli tant de choses. Aujourd'hui est donc une occasion historique. C'est historique à bien des égards. C'est assurément cet accord cadre qui marque un point de départ. C'est une rampe de lancement. Ce n'est que le début. Mais nous savons que la fin sera très positive. La fin sera très fructueuse. Comme l'a mentionné le ministre honorable, cela fait partie d'un processus. Nous savons tous que ce processus repose sur 3 piliers principaux, et ceci en est un des 3. Le premier était l'accord de paix qui a été signé entre le Rwanda et la RDC à Washington le 27 juin. Et le deuxième, c'est le cadre d'intégration régionale, d'intégration économique, le RIF, qui n'a été paraphé que la semaine dernière, il y a une semaine, par les 2 pays à Washington, et il sera signé par les chefs d'État très bientôt, dans quelques jours seulement. C'est donc le deuxième pilier, car nous savons tous que sans l'économie, sans la stabilité, d'abord, il faut la paix, il faut établir la stabilité, puis il faut atteindre la prospérité. Donc, pour que cela soit réalisé, il faut la paix. Et le troisième pilier en est absolument une partie intégrante de ce processus. Et le troisième pilier, c'est ce qui a été signé aujourd'hui, cet accord historique entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. C'est un accord très important pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, nous savons tous que beaucoup d'efforts ont été déployés pour cela et que beaucoup ont essayé pendant de très nombreuses années. Mais ce que le Qatar a réussi à accomplir en seulement quelques mois est vraiment absolument remarquable et historique. Ce n'est pas un conflit facile,
C'est un conflit qui a coûté au Congo des millions de vies, des centaines de milliers de réfugiés et probablement des millions de déplacés internes. Et en plus de toutes les souffrances que nous avons vues et que nous continuons de voir au quotidien. Donc c'est historique à bien des égards. Bien sûr, il s'agit d'un accord cadre qui s'appuie sur la déclaration de principe signée ici le 19 juillet. Et comme l'a dit l'honorable ministre, il sera poursuivi à travers les protocoles qui feront partie intégrante de cet accord. Il y a 8 protocoles au total. 2 ont déjà été réalisés et il s'agit en fait de 2 protocoles très importants. L'un d'eux est le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu qui vient d'être signé par les parties il y a seulement quelques semaines. Et l'autre est le mécanisme d'échange de prisonniers. Donc les 6 qui restent sont également absolument très importants. Sans ordre particulier, le premier concerne l'humanitaire et nous nous attendons à ce qu'il soit conclu. Dans les prochains jours, comme l'a dit l'honorable ministre, en raison de l'urgence de ce mois-ci. Nous travaillons quotidiennement avec des agences humanitaires. Nous travaillons quotidiennement avec des organisations humanitaires, car ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas continuer et doit cesser. La souffrance doit cesser. Nous nous attendons donc à ce que cela se produise très rapidement. Le deuxième point est également extrêmement important. Le deuxième concerne l'établissement ou le rétablissement de l'autorité de l'État ou la restauration de l'autorité de l'État. Et cela fait partie intégrante de tout arrangement de ce type. Et cela conduira à une stabilité durable, en plus des 4 autres qui sont tout aussi importants. L'un concerne les groupes armés et le DDR. Un autre concerne les réfugiés et les personnes déplacées internes, ce qui est aussi un sujet très, très important. Et l'autre concerne la réforme économique. Et enfin, la réconciliation, qui est absolument nécessaire pour que cela réussisse. Donc, en résumé, il reste beaucoup de travail à accomplir. Parallèlement à cette démarche, il y a la piste de Washington qui est en cours. Le travail ne s'est jamais arrêté. Malgré ce que vous pouvez parfois entendre dans certaines actualités ici et là, la plupart de ces reportages ne sont pas nécessairement exacts. Il y a beaucoup de travail en cours car pour chacun de ces piliers, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place par les parties. De nombreux mécanismes ont été mis en place ici au Qatar et beaucoup d'autres à Washington en lien avec l'accord de Washington. Et ces mécanismes fonctionnent. Oui, ils ont été un peu lents au cours des premières semaines. N'oublions pas que certains d'entre eux n'ont commencé qu'il y a environ 6 semaines. Ce n'est pas quelque chose qui, vous savez, a commencé il y a longtemps. Donc oui, les gens s'attendaient probablement à voir des résultats immédiats sur le terrain, mais il s'agit d'un processus. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un interrupteur que l'on allume ou éteint simplement. C'est un processus de paix. Et il y a de très nombreux aspects à cela. Donc cela prendra du temps, espérons-le pas trop longtemps. Mais nous devons laisser du temps, nous devons donner la chance aux partis de travailler à travers ces mécanismes. Et ces mécanismes incluent, en plus des partis concernés et des États-Unis, l'État du Qatar, l'Union africaine et le Togo. Et certains d'entre eux incluent d'autres membres et d'autres peuvent encore être ajoutés. Il est donc extrêmement important de permettre à ces mécanismes de fonctionner et de leur donner une chance. Très bientôt, les chefs d'État se réuniront à Washington. Je sais que nous en parlons depuis quelques semaines et le président Trump a été très clair sur le fait qu'il aimerait accueillir et recevoir les chefs d'État concernés, en plus, bien sûr, du chef de l'Union africaine, du Togo et d'autres pays concernés, mais surtout aussi notre grand partenaire et allié, le Qatar et son Altesse l'Émir. Le président Trump les recevra à la Maison-Blanche, espérons-le bientôt. Une date sera annoncée, probablement dans un avenir pas si lointain. Et cela servira de tremplin pour l'ensemble du processus, au cours duquel plusieurs accords seront signés. Il y aura
une réaffirmation de l'engagement pour la paix entre le Rwanda et la RDC, ce qui est extrêmement important. Mais il y aura également un certain nombre d'accords bilatéraux. Il y aura des accords bilatéraux avec les États-Unis et il y aura également des accords bilatéraux entre les deux pays concernés, entre la RDC et le Rwanda. Sur ce, permettez-moi de remercier une fois de plus nos grands partenaires et hôtes. Permettez-moi de remercier très chaleureusement le président Tshisekedi pour son engagement continu dans ce processus, ainsi que le président Kagame pour son partenariat et son engagement dans ce processus de paix. Ils ont tous deux joué un rôle déterminant et ils continueront de le faire pour faire avancer ce processus. Et je voudrais remercier une fois de plus l'Union africaine. Nous pensons que l'Union africaine a un rôle extrêmement vital à jouer, en particulier lors de la phase de mise en œuvre. Nous savons tous que ces accords sont extrêmement importants et regardez à quel point nous avons travaillé dur pour en arriver là. Cependant, la mise en œuvre est l'aspect le plus important de tous, de ce processus. Et c'est là que l'Union africaine peut jouer un rôle très important. En plus de l'État du Togo également, qui a joué un rôle exceptionnellement bon et positif, ils ont su maintenir une dynamique très positive que nous n'avons pas observée chez d'autres pays coordinateurs. Pour être juste, ils ont vraiment joué leur rôle pleinement et nous leur en sommes vraiment reconnaissants. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance et à saluer le comité des 5 anciens chefs d'État africains qui font de leur mieux. Je sais qu'au moins 2 ou 3 d'entre eux sont en contact avec moi de temps en temps et ils veulent simplement aider. Nous savons que les ressources sont limitées, etc. Mais ils sont là uniquement pour aider et ils veulent vraiment aider. Nous leur en sommes donc vraiment reconnaissants. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre complète de ce processus. Nous espérons la stabilité dans la région des Grands Lacs et nous espérons voir la prospérité en RDC, une prospérité que le peuple congolais mérite vraiment. Le Congo est un pays très riche. Dieu a accordé au Congo de nombreuses ressources, des ressources humaines, une population immense, très diversifiée, des gens très intelligents et aussi beaucoup de ressources naturelles. Et c'est un don de Dieu que très peu de pays ont eu l'honneur de recevoir. Alors, c'est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous. Nous attendons cela avec impatience. Et nous sommes ici pour fournir tout le soutien nécessaire. Nous sommes là pour offrir toutes les orientations nécessaires et nous ne vous laisserons pas tomber. Nous avons des instructions strictes de la part de notre président, du président Trump, pour veiller à ce que cela soit un succès, comme tout ce qu'il a entrepris. Donc, encore une fois, merci beaucoup, c'est très apprécié. Des questions? Première question d'Al Jazeera. Le son provenant de la source est actuellement totalement inaudible, c'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas être entendu. Les négociations et plus précisément les prochaines négociations importantes dont il est question actuellement vont-elles effectivement se tenir à Doha comme cela a été évoqué récemment? Y aura-t-il des mécanismes sur le terrain, en particulier entre le Sud et le Nord Kivu, pour surveiller le respect du cessez-le-feu par les deux parties? Et l'UNESCO, les Nations Unies, sont-elles impliquées d'une quelconque manière dans la surveillance du cessez-le-feu? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Concernant cet accord, il s'agit d'un accord qui définit les priorités et les responsabilités des deux parties à cet accord. En fait, le but de le mettre en œuvre, de le nommer ou de le présenter comme un accord cadre et un accord de paix pour les deux parties est d'ouvrir la voie à la mise en œuvre des différents processus de paix et des protocoles.
Donc, après cet accord qui a été signé aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y aura 6 protocoles exécutifs ou d'applications qui définiront des processus clairs avec des échéances précises afin qu'ils puissent être mis en œuvre sur le terrain, que l'on parle de l'aide humanitaire ou du développement économique dans l'Est de la RDC. Ou même pour la restauration de l'autorité de l'État, tout cela sera discuté dans le cadre du dit protocole. Je pense donc que les prochaines négociations définiront ces protocoles. Mais tous ces points sont déjà mentionnés dans l'accord qui a été signé aujourd'hui. Que l'accord, les négociations aient lieu à Doha ou ailleurs. Nous n'avons pas encore décidé, mais comme vous le savez, le Qatar est toujours prêt à accueillir les deux parties pour discuter de cet accord. Mais nous sommes également ouverts à organiser ces réunions dans différents endroits. Donc cela dépendra de la décision des deux parties. Oui, la réponse à votre question est oui dans les deux cas. Il existe en fait 2 mécanismes dans ce cas. L'un est un mécanisme conjoint de surveillance de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui concerne l'aspect que vous avez soulevé. Et l'autre est un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars. C'est celui que nous avons mentionné plus tôt, qui a été convenu et signé. Le protocole auquel nous faisons référence a été signé il y a seulement quelques semaines ici à Doha. Donc ces mécanismes, au moins le premier, a commencé à fonctionner et nous sommes étroitement impliqués au quotidien. Nous avons une équipe très professionnelle qui travaille là-dessus avec les deux parties chaque jour. Et je sais aussi que le mécanisme qui a été récemment signé ici à Doha sera également mis en place et commencera à être appliqué très très bientôt. Voici donc la scène en direct actuellement au Qatar. Vous assistez à un événement en direct. La personne qui s'exprime à l'écran est le représentant des États-Unis, conseiller principal pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos. Et à ses côtés se tient Mohamed El Khalifi, qui est le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères du Qatar. Nous avons entendu les deux hommes car une annonce a été faite. La République du Congo et le groupe rebelle M23 ont signé un accord. Il est décrit comme un accord cadre pour un accord de paix et il vise à mettre fin au combat dans l'est du Congo. Cet accord a donc été signé entre les représentants des deux parties lors d'une cérémonie dans la capitale qatari, Doha. Et nous allons retourner à la conférence de presse pour écouter à nouveau. Et est-ce que M. Trump ou le président Trump est-il prêt à renforcer son crédit en mettant fin au conflit au Soudan? Merci. Merci beaucoup. Concernant votre question sur la contribution des Nations Unies et des organisations internationales, oui, elles joueront un rôle important dans la mise en œuvre de cet accord. En effet, plusieurs articles de ces accords n'auraient pu être mis en œuvre sans la contribution effective des Nations Unies, des organisations internationales, mais aussi des organisations régionales comme l'ONU, l'Union africaine. Nous parlions du retour des personnes déplacées et nous pensons que seul le HCR sera en mesure de mettre en œuvre ce protocole. C'est pourquoi une coordination sera mise en place avec les différentes organisations pour appliquer cet accord. Donc, pour répondre à votre première question concernant le rôle du Qatar, bien sûr, le Qatar joue un rôle central dans tout ce processus et nous travaillons ensemble au sein du comité de surveillance conjoint et de plusieurs autres comités et mécanismes que nous avons mis en place. Et le Qatar s'est montré extrêmement efficace, comme je l'ai dit précédemment, et continuera de l'être pour la mise en œuvre de cet accord. Donc, cela répond à votre première question. La deuxième question concerne le Soudan. Évidemment, nous savons tous qu'aujourd'hui, le Soudan est la plus grande crise humanitaire au monde. C'est extrêmement triste. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé surtout au cours des 2 ou 3 dernières semaines est une grande source d'inquiétude, non seulement pour les États-Unis et le président Trump, mais pour le monde entier. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les membres du Quad, comme vous le savez, qui inclut les Émirats arabes unis, le Royaume d'Arabie saoudite et l'Égypte.
Mais en plus de nos partenaires au sein du Quad, nous travaillons avec plusieurs autres partenaires, y compris l'État du Qatar et plusieurs autres, dont également la Turquie et l'Union européenne et plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et d'autres. Donc, nous sommes en contact avec les deux parties pour répondre également à votre deuxième question. Nous sommes en contact très étroit avec les deux parties et vous savez peut-être que les États-Unis ont proposé une trêve humanitaire. Nous avons constaté que la trêve humanitaire qui devait durer 3 mois a été accueillie favorablement par les deux parties. Cependant, elle n'a pas encore été finalisée et n'a pas encore été mise en place. Nous travaillons donc sur ce point et je pense que le secrétaire Rubio également s'est exprimé clairement à ce sujet il y a quelques jours. Nous travaillons sur ce dossier. Nous travaillons également avec nos partenaires sur un plan global plus vaste qui s'inscrit dans l'esprit de la déclaration conjointe du Quad publiée le 12 septembre, laquelle a fourni une feuille de route pour la solution. Je pense que nous pouvons probablement plus ou moins tous ici être d'accord sur la solution et la feuille de route. La question et l'aspect le plus important est la mise en œuvre de cette feuille de route. Nous élaborons donc un plan qui vise à mettre en œuvre cette feuille de route, mais cela ne peut se faire qu'en partenariat avec nos grands partenaires et alliés, parmi lesquels l'État du Qatar et plusieurs autres, y compris les pays voisins. N'oublions pas que malheureusement, tout ce qui se passe au Soudan affecte de nombreux pays voisins et beaucoup d'entre eux se retrouvent impliqués d'une manière ou d'une autre. Le moindre d'entre eux est l'aspect humanitaire. Je veux dire, le moins que je puisse dire, bien sûr, ce n'est pas à l'aspect de la guerre que je fais référence ici, mais à l'aspect humanitaire. Nous avons vu que des millions de réfugiés ont cherché refuge dans les pays voisins. En Égypte seulement, près de 5 millions ou plus. Au Tchad, encore 2 millions. Et dans de nombreux autres pays voisins. Donc cette souffrance doit cesser très rapidement. Nous savons qu'aujourd'hui, près de 25 millions de personnes au Soudan ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Elles ont besoin d'accès à la nourriture, elles ont besoin d'accès aux soins médicaux et à bien d'autres choses encore. C'est pourquoi notre priorité absolue a été de travailler avec l'OCHA et plusieurs autres organisations afin de garantir que cette aide humanitaire, si nécessaire, parvienne à toutes les zones touchées au Soudan. C'est donc la toute première priorité. Mais nous continuons à travailler en étroite collaboration et nous espérons voir certains